Bonjour, hi everyone, welcome to Ayeyo Podcast, bienvenue sur Ayeyo Podcast. Je suis trop contente d'être là pour ce 6e épisode. Hi everyone, sending good vibes. This episode, the 6th episode, will be in French. I was going to say English. It will be in French. The 7th episode with a guest will be in English. So, je vais continuer en français. Écoutez, je veux commencer avant même de plonger dans cet épisode intitulé « Ces hommes qui adorent Dieu et qui détestent les femmes ». Je veux commencer par remercier les gens qui soutiennent le podcast. Dans le lien de la bio Instagram, il y a plein de façons de soutenir le podcast et il y a des gens qui ont donné de l'argent, les amis, de l'argent pour que le podcast soit soutenu, pour que je puisse renouveler les équipements. Si vous voyez que d'épisode en épisode, le son est meilleur, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a des gens qui soutiennent financièrement ce podcast. Et quand je dis des gens, je parle juste de la communauté, une majorité de personnes noires, je dois dire, une très grande majorité de personnes noires qui soutiennent mon podcast et qui font des dons en allant sur le lien. Donc, écoutez, je vous invite à continuer à le faire parce que moi, ça me permet de développer tellement de choses. Ça me permet de louer des espaces pour enregistrer quand j'enregistre avec des invités. Ça me permet de, bien sûr, renouveler mes équipements. Ça me permet de faire plein de choses et ça me permet de continuer, vraiment de continuer à vous livrer des beaux contenus. J'espère que vous sentez que pour chaque épisode, je réfléchis bien à ce que je veux discuter, puis vraiment, j'essaie de faire dans du contenu de qualité. Et donc, voilà, encouragez fortement, je voulais vous dire merci. Merci de croire en ce projet, en ce podcast. Ça me fait chaud au cœur. À chaque fois que je vois un don passer, je me dis « Waouh, c'est trop bien! » Donc, maintenant que ça s'est dit, l'épisode 6, ces hommes qui adorent Dieu et qui détestent les femmes. Premièrement, je vais commencer par dire que on est rendu au 6e épisode et quand j'ai commencé la promotion pour cet épisode, c'est l'épisode qui a eu la plus forte réaction de la part des communautés et de la part des gens qui suivent le podcast sur Facebook, sur Instagram. Je dois dire que vraiment, c'est la plus forte réaction et moi, je crée pas des contenus pour avoir des réactions. Je diffuse des épisodes sur des sujets qui m'intéressent et j'y vais pas pour avoir une réaction. Mais là, je dois dire que rendu au 6e épisode, ces hommes qui adorent Dieu et qui détestent les femmes, ce titre, je pense que c'est venu s'asseoir sur les gens d'une façon et j'étais quand même contente de voir que les gens n'étaient pas indifférents à l'intersection qui existe entre le fait sociologique que voilà des religions existent et le patriarcat qui existe aussi dans les communautés de foi, qu'elles soient musulmanes ou pas. Qu'elle soit chrétienne ou pas, qu'elle soit bouddhiste ou pas, le patriarcat intègre toutes les communautés, peu importe les couleurs, peu importe les religions, peu importe les cultures, le patriarcat arrive à s'intégrer malheureusement dans un peu tout et lorsqu'il ne s'intègre pas, c'est parce qu'il y a réelle résistance. Donc, tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé la promotion, la réaction vraiment a été vive et je pense que c'est parce que parler des communautés de foi en rapport au patriarcat, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Ça se fait, je ne dirais pas que je suis la première à le faire, je suis certaine que si on cherche profondément, il y a des gens qui adressent ça, mais ça ne se fait pas assez. Et donc, c'est considéré comme extra, supra, tabou de le faire de cette façon-là. Donc, moi, je me dis,
avançons, hein, avançons dans cette conversation. Je pense que ça va revenir. Ça sera pas la première fois même qu'on va frôler ou adresser ce sujet-là. Mais vraiment cet épisode, ces hommes qui adorent Dieu et qui détestent les femmes, bah ça va être un mélange de récits que je vais vous partager parce que c'est un peu ça. Je pense que vous avez remarqué un petit peu là mon style comment dire. Je veux pas dire de livraison parce que je veux pas dire de livraison parce que c'est trop mécanique là, c'est trop technique, mais la façon dont je raconte, j'aime beaucoup le storytelling, les récits, mais en même temps, il y a une réelle transpiration sociologique, là, ça se sent. Donc, je veux vous avertir en avance parce que cet épisode, s'il parle de patriarcat, le patriarcat, c'est pas joyeux. Le patriarcat, c'est pas quelque chose d'agréable. Le patriarcat, c'est quelque chose qui affecte réellement la vie des gens. Donc, je veux juste communiquer un avertissement amical et bienveillant. Et c'est très fort possible que je parle de différentes formes de violences faites aux femmes dans le cadre de cet épisode. Donc, pour les personnes qui n'ont pas envie d'être exposées à ce genre de discussion, conversation aujourd'hui. Et si vous écoutez en ce moment, je vous conseille vivement d'arrêter d'écouter l'épisode parce que je vais parler de différentes choses. Je fais très attention quand j'enregistre. J'essaie de faire attention vraiment et d'être bienveillante dans la façon dont je raconte. Mais vraiment, cet épisode-là, c'est sûr que je vais rentrer quand même dans la matière. Et j'aimerais avertir les gens, surtout les survivantes de violences diverses, de cette réalité-là, que je vais rentrer quand même dans certains sujets, je vais donner des exemples et tout et tout. J'aimerais dire que je suis moi-même une survivante de violences sexuelles. Donc, lorsque je parle, il faut savoir que j'ai une expérience vécue concrète d'une transgression sexuelle que j'ai vécue à l'âge adulte. Donc, je pense que ça, c'était quand même assez important d'être nommé. Je ne suis pas juste sociologue et créatrice de podcasts. Je suis aussi beaucoup de choses, notamment une survivante de violences sexuelles. Donc, une bonne respiration. En fait, une gorgée de thé. Donnez-moi un instant. Une gorgée de thé. Donc, allons-y. Là, ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais souligner, parce que quand j'ai parlé de forte réaction lorsque j'ai commencé la promotion de cet épisode, je pense qu'il faut qu'on crève l'abcès de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le fait que, en tant que femme noire musulmane, je fais partie de communautés. Musulmane ou pas, mais je fais partie de communautés noires, de communautés racialisées, mais surtout noires, hein, il faut le dire, surtout noires. I'm very black and proud. Et une communauté de foi là-dedans. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand il s'agit de parler de patriarcat, on demande souvent aux femmes noires, en fait, de se taire, de ne pas parler de patriarcat. Souvent, au sein des communautés noires, au sein des communautés de foi, on invite les femmes à se taire, en fait, quand il s'agit de parler de patriarcat, parce que disons que le vrai combat légitime qu'on voit, c'est le combat contre le racisme anti-noir, mais dès qu'on veut rajouter des strates à la chose, c'est-à-dire l'islamophobie, voilà, le racisme anti-noir et le sexisme, on dirait que ça devient trop pour les gens, puis les gens ils savent plus où se mettre. Et surtout quand il s'agit de sexisme au sein des communautés musulmanes, parce que moi j'ai grandi dans une famille de confession musulmane, je m'identifie comme telle aussi, et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les gens, ils veulent pas qu'on parle de ça. Et quand je dis les gens, je parle d'une dynamique intracommunautaire. Les gens, souvent, vont me renvoyer le message, et à plein d'autres femmes d'ailleurs aussi, que, voilà, ce serait pas une bonne stratégie de parler de patriarcat, parce que sinon, les communautés blanches racistes, les personnes racistes vont nous voir comme des sauvages. Et donc, il ne faut pas parler de patriarcat, il faut juste se battre contre le racisme anti-noir, chose qui, en soi,
La conclusion, quand on demande aux femmes noires de faire ça, on essaie de les museler en rapport au patriarcat, et donc ce que ça fait, c'est qu'il y a juste des femmes blanches qui vont parler de féminisme et de sexisme, et ça crée un angle mort au sein des réseaux féministes et au sein des communautés noires en rapport au sexisme. Et ça, c'est chose que je refuse en bloc. Mais quand je vous dis en bloc, c'est en bloc total. Je suis une femme noire musulmane et parler de sexisme, parler de féminisme, c'est très important pour moi. J'apprends tous les jours sur le sujet, comme toutes les féministes d'ailleurs. Il n'y a pas une féministe qui se réveille un matin et qui dit « je sais tout », du moins je m'inquiéterais pour elle. Mais moi, ce qui me gêne sur le plan intracommunautaire, c'est qu'on m'a souvent demandé de ne pas parler de sexisme, des violences faites aux femmes, parce que ça nous ferait paraître au sein des diasporas comme des petits sauvages. Je le dis et je le redis et je vais le redire tant que ce sera nécessaire. En tant que femme noire musulmane, ce sera toujours mon travail de parler de ma propre condition de vie et de celle des autres femmes. Ce sera toujours mon travail. Ça peut mettre mal à l'aise les gens, mais ça concerne les gens. Ça ne me concerne pas moi, surtout pas moi en tant que créatrice d'un podcast, hein, quand même, un peu de quand même. J'ai créé un podcast pour pouvoir discuter quand même de certaines choses. Et en plus, argument massu selon moi, c'est que le sexisme est international. Je veux dire, il existe partout, dans toutes les communautés, comme je l'ai dit en début d'épisode. Donc, c'est pas le fait que moi, je sois une femme noire musulmane et que je parle de ça ouvertement, ça ne stigmatise pas plus mes communautés. Au contraire, je pense que je contribue à l'avancement de l'éducation populaire, à la fois au sein de mes communautés et à l'extérieur de mes communautés. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je voulais clarifier, que c'est très important, je pense, de comprendre qu'il est très, 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 très important de parler de ces sujets et de ne pas, si possible, hein, je veux dire, moi je peux comprendre pourquoi ce n'est pas possible d'en parler publiquement, des fois je peux vraiment comprendre, mais si possible de faire avancer les discussions en rapport à ça. L'instrumentalisation des religions au bénéfice des hommes, ça a toujours été l'histoire, ça a toujours été présent comme chapitre dans l'histoire des humanités. Hein. Ça a toujours été là, l'instrumentalisation des religions comme l'instrumentalisation de plein d'autres faits sociaux, réalités sociales. Donc la religion n'est pas exceptionnelle en ce sens. Il y a plein d'autres choses qu'on instrumentalise pour faire taire les femmes. Il y a plein d'autres choses qu'on instrumentalise pour finalement mobiliser et contraindre le corps même des femmes. Donc, parler de religion et parler de patriarcat en même temps, c'est pas incompatible. Hein. C'est pas du tout incompatible. Je pense que c'est même supra-nécessaire. Donc, au final, parler de ces sujets ne veut pas dire trahir ces communautés. C'est un peu ce que je cherche à dire et j'espère que surtout, par-dessus tout, les femmes qui écoutent mon podcast vont le comprendre que parler de patriarcat au sein des communautés de foi, au sein des communautés noires, qu'elles soient de foi ou pas, ce n'est pas de trahir ces communautés. Parler de patriarcat, c'est de faire le travail qui se doit d'être fait. Donc voilà. Je vais commencer par me situer dans cette discussion. Je pense que l'introduction a été quand même assez... ça a été costaud quand même. Ça a été costaud comme introduction, mais je pense que ce serait intéressant de juste me placer dans le cadre de ce sujet parce qu'au-delà des statistiques sèches, il y a les personnes et moi je suis une femme noire musulmane qui a grandi dans une famille musulmane, qui a eu 2 grands-mères qui ont grandi dans des foyers différents, polygames, donc avec un homme et plusieurs femmes. Ces 2 femmes, mes grands-mères, ont des histoires différentes
et les histoires liées à la polygamie et même la recherche liée à la polygamie qui touche les femmes noires africaines, la recherche est hyper abondante. On sait ce qui se passe dans les foyers polygames, même si la polygamie est encouragée, même si les gens ont des avis sur la polygamie. On sait que les contextes de familles polygames amplifient certains problèmes familiaux, amplifient les tensions parfois entre les enfants et leurs parents et les enfants entre eux. On sait qu'il y a des enjeux en ce sens. Moi, j'ai grandi sur la terre non cédée qu'on appelle Montréal. Je suis une enfant de l'Afrique. Je suis née à Djibouti. Pour les gens qui ont écouté l'épisode 1, je ne vais pas me répéter, mais pour les gens qui ne l'ont pas écouté, je vais faire un peu de répétition, mais tout ça pour dire que je suis née à Djibouti dans une famille musulmane et j'ai 2 grands-mères qui ont évolué dans des foyers polygames. Moi, j'étais la jeune fille qu'on envoyait à l'école coranique le samedi et qui, après un certain nombre de week-ends à l'école coranique, le samedi, j'ai dit à ma mère... Maman, je ne veux plus aller à l'école coranique parce que les enfants, là-bas, ils ne sont pas gentils avec moi. Et j'ai expliqué très jeune, très jeune, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai expliqué à ma mère que, voilà, mon frère et moi, qu'on avait envoyés à l'école coranique, qu'on était les seuls noirs. On était les seuls noirs et donc il y avait des personnes d'origine algérienne, tunisienne, marocaine. Aucune de ces personnes-là était noire. Et puis, on se faisait malmener à l'école coranique le samedi et ma mère étant très sensible au bien-être de ses enfants, elle a décidé de nous retirer de l'école coranique ici. À Montréal, on allait à l'école coranique, on allait apprendre le Coran, on allait apprendre l'arabe et tout. Et vu les expériences qu'on vivait le samedi pour aller apprendre le Coran, ma mère, elle a décidé que pour notre propre bien-être, c'était mieux qu'on nous retire. Et donc, mon rapport à l'islam, mon rapport à la religion s'est forgé dans un contexte où c'était très clair pour moi en tant qu'enfant que le racisme m'affectait et heureusement pour moi, je veux dire, j'étais entendue de ma mère et j'étais écoutée en tant qu'enfant et on me croyait, on m'a cru sur ce coup-là, en tout cas on m'a cru et on m'a retirée de l'école. Et ça a forgé un peu comment dire, ma compréhension de certaines choses sur le plan social en rapport aux faits religieux. Et bon, j'étais pas sociologue à l'âge de 10 ans, mais j'ai bien compris que il y avait quelque chose de quand même assez spécifique dans le rapport à la religion, et j'ai compris qu'il y avait une réelle différence entre religion, réalité sociale, réalité culturelle. Pour moi, c'était très clair, même en tant que jeune fille mineure, qu'il y avait une grosse différence entre la religion, le social et le culturel. Et je n'ai pas eu besoin d'étudier la sociologie pour comprendre ça. Je l'ai compris très vite et j'ai juste été vraiment foncièrement à l'époque reconnaissante d'avoir une mère qui comprenait la différence entre ces 3 composantes et qui savait qu'elle avait des enfants en développement et qu'il ne fallait pas laisser ses enfants dans des espaces périlleux pour leur développement. Mais je dirais que voilà, j'ai grandi dans une famille musulmane et dans une famille où, il faut le dire, l'éducation était foncièrement sexiste. Et c'est pas parce que la famille était musulmane que l'éducation était sexiste. Je dis juste que, au final, moi, j'ai grandi dans une famille
Ou est-ce que, voilà, c'était complètement inéquitable entre mes frères et moi. J'ai grandi avec deux frères comme dans la plupart des familles musulmanes ou pas, le sexisme était réel et palpable et des fois justifié à travers la religion. C'était très clair qu'il y avait une différence en termes d'éducation. Mes frères étaient bien moins surveillés que moi. Ils étaient bien moins questionnés que moi s'ils rentraient très tard. Mes frères avaient une latitude sur le plan de leurs entrées et sorties de la maison. Moi, j'étais toujours à la maison. Et j'ai longtemps pensé que j'étais toujours à la maison parce que j'étais casanière, mais avec du recul, quand j'ai quitté la maison familiale, dans la vingtaine, trentaine, quand j'ai commencé à vraiment vivre ma vie de façon autonome, payer moi-même un loyer et être très libre, j'ai compris qu'à la maison, en fait, il y avait quand même un certain niveau de surveillance concernant ma personne qui ne permettait pas que je sois aussi, en mouvement que mes frères. C'est des discussions que j'ai eues avec ma mère après, une fois adulte. Puis, quand le temps passe et la majorité des parents africains ont beaucoup de mal à s'excuser pour leurs erreurs. Je vais fermer cette parenthèse, mais c'était juste la réalité. Et les raisons qui expliquaient cette surveillance accrue de ma personne, c'était des raisons profondément sexistes, c'est-à-dire, qui peut tomber enceinte? Moi, mes frères ne peuvent pas tomber enceintes, comme si mes frères n'étaient pas responsables de, des conséquences des rapports sexuels qu'ils pourraient avoir avec une autre femme. Mais c'était un peu les arguments, c'était un peu l'ambiance, c'était un peu la culture. Et au sein des communautés musulmanes, parce que j'ai des oncles, ma mère a plusieurs frères, mon père a un frère, et donc j'ai eu des hommes autour de moi, et c'était très clair que il y avait cette latitude, cette façon de bouger dans la grande légèreté de la part de mes oncles, de la part des hommes. Au sein de mes communautés, il n'y avait pas de lourdeur et il n'y avait surtout pas beaucoup de comptes à rendre à part à Dieu. Et donc, moi j'ai grandi jeune, adolescente, en regardant ces hommes qui, les histoires, en veux-tu, en voilà, mais je voyais ces hommes qui bougeaient dans la grande légèreté alors que mes tantes étaient quand même, avaient les épaules pleines de responsabilités et pour certains de ces hommes, ils pouvaient tranquillement aller prendre le thé à l'extérieur pendant des heures et des heures, personne ne les cherche. Pour certains de ces hommes. Et je me suis posé la question adolescente, très longtemps, je me suis posé la question à savoir, mais comment est-ce que ça se fait que ces hommes ne manquent pas une prière, ils jeûnent de façon militaire, et comment est-ce qu'ils ne voient pas qu'il y a énormément de manquements dans leur façon d'être avec leur famille, avec leur communauté, avec leurs femmes parfois. Comment est-ce qu'on peut être aussi rigoureux, ne pas rater ces 5 prières, ne pas rater le jeûne, mais ne pas être capable de se remettre en question en rapport au traitement qu'on réserve aux femmes autour de nous. Moi, je me suis toujours posé cette question-là, et c'est pas parce que aujourd'hui je suis sociologue que je peux en parler avec un vocabulaire assez diversifié, mais même quand j'étais plus jeune, à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je regardais autour de moi dans mes communautés alors que
voilà, j'apprenais à faire communauté, j'apprenais à être engagée dans ces communautés. Je me disais, mais attendez, mais c'est sérieux là, c'est pas sérieux, mais comment est-ce que la majorité des hommes autour de moi, des garçons autour de moi, se promènent avec autant de légèreté? Comment est-ce qu'il y a une si grande rigueur dans la pratique de la religion et il n'y a pas de remise en question comportementale? Je me suis posé la question. Mais quand je vous dis je me suis posé la question en tant qu'enfant, c'est vraiment, vraiment, vraiment réel. Et en tant qu'enfant, j'ai eu une discussion avec ma mère. Et à l'époque, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire quand elle m'a dit exactement ça. Un jour, ma mère, et là il faut expliquer, la mère de ma mère, ma grand-mère, a été la première femme de son mari. Donc, contrairement à ma grand-mère paternelle, qui a été la 3e ou la 4e femme, je ne veux pas me tromper, mais elle a été la dernière, mais je ne sais pas si elle a été la 3e ou la 4e, parce que mon grand-père paternel est décédé quand mon père avait 1 an. Donc, c'est un homme que ni mon père, ni moi et mes frères, on a connu. Donc, c'est pour ça que le côté de mon père, je pense que je m'y connais un peu moins, mais je sais qu'elle a été la dernière femme, la mère de mon père, et que la mère de ma mère a été, la mère de ma mère, je l'ai beaucoup plus connue, elle a été la première femme de son mari. Et un jour, ma mère m'a dit, ton grand-père n'a pas toujours été gentil avec ta grand-mère. Et j'avais 14 ans, je pense que j'avais 14 ans, 15 ans, et j'ai pas compris. J'ai pas compris cette phrase que ma mère m'a partagée. Et bon, pour donner un peu de contexte, ma mère m'a toujours parlé, ma mère m'a toujours raconté des histoires. Et ma mère a toujours été une femme très décomplexée en rapport à certaines discussions. Et ça a fait de moi une femme très déconstruite. Et je peux même dire une jeune adolescente très intelligente, parce que ma mère me racontait les choses, elle m'expliquait les choses. Mais dans le cas de cette phrase et de ce moment, j'ai senti une très grande retenue de la part de ma mère lorsqu'elle parlait de son père. Et je répète la phrase. Elle a dit « Ton grand-père n'a pas toujours été gentil avec ta grand-mère. » Et là, 15 ans plus tard, j'ai peut-être 30 ans, je fais un petit voyage et je vais voir une tante, cousine de ma mère. Et ma tante, elle s'échappe et me dit qu'en fait, mon grand-père était violent physiquement avec ma grand-mère. Et que elle a assisté à plusieurs moments où elle a dû les séparer physiquement. Et ce moment-là, pour moi, quand j'ai eu 30 ans, j'ai collé les fils ensemble, c'est-à-dire le fait qu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, ma mère, qui est une femme extravertie de nature, qui ne me cachait pas, vraiment, qui ne me cachait pas beaucoup de choses, j'ai senti en tant qu'enfant une hésitation profonde. J'ai collé les fils 15 ans plus tard de ce moment où est-ce que, à l'âge de 14 ans, 15 ans, ma mère m'a dit « Ton grand-père n'a pas toujours été gentil avec ta grand-mère ». Et 15 ans plus tard, à l'âge de 30 ans, ma tante qui me dit et qui m'apprend que, voilà, mon grand-père était physiquement violent avec ma grand-mère, une femme d'une grande douceur, d'une grande, comment dire, femme brillante, une des plus belles femmes que j'ai jamais vues de ma vie d'ailleurs, mais vraiment une femme extraordinaire, qui a eu 6 ou 7 enfants, même des enfants. En Afrique, c'est très normal de prendre soin des enfants des autres. Elle a même pris soin des enfants de gens dans la famille de mon grand-père, parce que les gens décèdent, et quand les parents décèdent, on met les familles avec d'autres familles. Donc ma grand-mère, elle a même pris soin d'enfants
à qui elle n'a pas donné naissance et tout. Et j'ai appris à l'âge de 30 ans que la violence conjugale avait existé de très 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 près dans l'expérience de vie de ma grand-mère maternelle. Et c'est quelque chose qui, malgré le fait que j'avais 30 ans et que j'étais une femme solide et tout, mais ça m'a, je peux honnêtement dire que ça m'a troublée dans mon être, parce que moi j'ai grandi avec une grand-mère et avec ma grand-mère maternelle, elle était là, elle était dans mon imaginaire, et c'est une femme qui avait mis ses mains sur moi avec une grande douceur. Je me rappelais de ces moments passés avec elle, et puis soudainement je me suis dit, mais cette femme a vécu ça. Elle a vécu ça. Et à partir de là, moi, encore là, à 30 ans, je me suis dit, waouh, mais comment on ne rate pas une prière? On ne rate pas la mosquée le vendredi, mais on est capable de faire cela. Comment est-ce que c'est possible? Je me suis posé la question, tout comme je me la posais quand j'étais adolescente, mais comment est-ce que c'est possible d'entretenir sa foi et aussi d'entretenir la violence? Comment? Je me suis posé la question adolescente et j'ai continué à me poser la question dans la vingtaine et dans la trentaine. Ma grand-mère paternelle, elle, elle a vécu une histoire différente parce que son mari est mort, il est décédé très tôt. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand mon père avait 1 an, il est décédé très très tôt, et donc elle s'est remariée avec un homme qui avait déjà des femmes. Et moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec ma grand-mère en Éthiopie. Et j'ai eu la chance d'avoir des conversations. Quand le langage était trop complexe pour moi, on m'a même traduit des choses. Et ma grand-mère paternelle, qui a vécu dans un foyer polygame, mais qui, elle, contrairement à ma grand-mère maternelle, était la dernière rentrée dans le foyer, elle m'a expliqué, en fait, que elle, le plus grand défi qu'elle a rencontré en intégrant cette famille polygame en tant qu'une des dernières femmes, en tant que 3e, 4e femme, que elle a vécu de la grande violence et de la grande agressivité, mais vraiment avec les autres femmes. Et elle m'a expliqué des choses que moi j'avais entendues. J'entendais ces histoires liées à la polygamie et tout ça. Et il y en a qui vont débattre que la violence conjugale existe même dans les foyers monogames. Il y a des gens qui vont dire la violence conjugale, ce n'est pas juste pour la polygamie. La question n'est pas là. La question, c'est de comprendre comment est-ce que la violence conjugale est amplifiée et les dysfonctions sont amplifiées dans une famille polygame de plusieurs façons. Et ma grand-mère m'a très bien expliqué, ma grand-mère paternelle, elle m'a très bien expliqué que, en fait, il y avait des vrais, réels bras de fer, mais des vrais, réels bras de fer entre les femmes. Et bien sûr, l'homme en question, le mari, il n'avait même pas besoin d'être dans la situation pour que ça se passe, parce que le patriarcat, en fait, ce sont des idées reçues. Ce sont des préjugés que même les femmes elles-mêmes sont capables d'intérioriser, même si elles finissent victimes de ce système patriarcal qui est très inéquitable pour les femmes. Ce qui arrive, c'est que l'erreur et le piège, c'est lorsque les femmes tombent dans la rivalité, que ce soit dans un foyer polygame ou que ce soit dans une institution ou dans un bureau quand on travaille avec les gens. Lorsque les femmes ne comprennent pas que la rivalité est un piège,
Mais bien sûr, ça nous place dans des situations catastrophiques. Et donc, ma grand-mère paternelle m'a parlé un petit peu de tout ça. Et quand elle m'en a parlé, j'étais adulte, j'étais une femme dans la trentaine, donc vraiment, je pouvais absorber. Je pouvais absorber. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, ici, on parle de situations et de contextes dans des communautés de foi, dans des communautés où les gens prient 5 fois par jour, renforcent et nourrissent leur foi, vont à la mosquée les vendredis, et quand même, ces réalités-là existent. Et moi, je me suis toujours dit que cette dissonance au sein des communautés de foi, cette dissonance entre l'amour qu'on peut avoir pour notre religion et le fait que dans nos communautés de foi, on constate des dysfonctions profondes et que ces dysfonctions, on ne veuille pas en parler, on ne veuille pas discuter de ça, on ne veut pas déconstruire. Je dirais que l'enjeu, il est vraiment foncièrement dans les silences. Parce que si on retourne à la phrase de ma mère, qui était celle qui disait « Ton grand-père n'a pas toujours été gentil avec ta grand-mère », si on retourne à cette phrase, « Ton grand-père n'a pas toujours été gentil avec ta grand-mère », elle n'est pas congruente avec le niveau de violence vécu par ma grand-mère. Et chose qui veut dire que il existe des degrés de banalisation et de minimisation de la souffrance des femmes dans les communautés de façon générale, ce qui inclut les communautés de foi. Comme si c'était normal. Et aussi comme si, en quelque sorte, quand j'analyse la phrase « Ton grand-père n'a pas toujours été gentil avec ta grand-mère », c'est comme si on voulait aussi protéger le monsieur qui fait ça, le grand-père qui fait ça. Sa réputation, son nom. Voilà, on veut protéger la famille. Aux dépens de la femme qui a vécu ces choses-là. Donc, moi, je suis une grande observatrice. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue sociologue. J'aime écouter et j'aime observer. Et les statistiques sont très claires lorsqu'il s'agit de violences conjugales, de violences faites aux femmes ou de violences vécues par les femmes. Je veux dire, c'est très très clair, c'est assez endémique. C'est assez endémique et je me suis promis à moi-même de ne pas faire de ce podcast un lieu où est-ce que je régurgite des statistiques à n'en plus finir. Mais lorsqu'on parle par exemple de violences sexuelles, ce qui est documenté habituellement dans les diasporas, c'est une femme sur 3. Mais en tant que survivante de violences sexuelles qui a beaucoup échangé avec beaucoup de femmes qui ont vécu des violences sexuelles, la majorité d'entre nous, on s'entend pour dire que ça doit être bien plus que 1 sur 3. À chaque fois que je croise une survivante de violences sexuelles, on en parle et on se dit que c'est sûr et certain que le silence doit miner ces statistiques. Il doit y avoir des femmes qui ne rapportent pas ou qui ne peuvent pas rapporter ou qui ne veulent pas rapporter parce que le système aussi judiciaire ou même le système de, dans le cadre de la recherche, lorsqu'on documente les violences sexuelles, c'est très difficile de déployer la parole. Et c'est normal parce que c'est très douloureux. À la fin, il existe une minimisation claire de la souffrance des femmes dans toutes les communautés. Et moi, en tant que femme noire musulmane, je refuse, vraiment je refuse que on me dise que je ne peux pas parler de ça parce que sinon ça va quadruplement stigmatiser mes communautés. Non.
Je refuse ça. Raison pour laquelle je suis ici en train de discuter avec vous. Et vous savez, moi, dans ces communautés, ce que j'ai constaté, c'est que il faut pas croire, il faut pas croire que les communautés ne se lèvent pas, ne se soulèvent pas, que certaines femmes ne se soulèvent pas devant ces injustices. Les femmes, beaucoup de femmes elles-mêmes se sont soulevées. Et ce qui se passe en fait dans ces communautés de foi, et moi je l'ai observé, je l'ai vu à maintes reprises, c'est que lorsque ces hommes qui adorent Dieu et qui détestent les femmes sont pris la main dans le sac, ils ont tendance à dire toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que personne n'a le droit de les juger ici-bas, qu'ils vont s'expliquer devant Dieu. Et qui es-tu pour me juger, toi, femme? Seul Dieu peut me juger. Dans ces communautés où j'ai navigué, j'ai beaucoup écouté les gens, j'ai beaucoup observé à l'intérieur de ma famille, à l'extérieur de ma famille. Bien sûr, on va instrumentaliser la religion pour justifier des comportements, pour cristalliser la culture d'une certaine façon, à son avantage, souvent, par les hommes. Et lorsque pris main dans le sac, on va souvent dire des choses du style « Je m'expliquerai devant Dieu. Seul Dieu peut me juger. » Et la majorité du temps, beaucoup de ces hommes restent respectés au sein de leur famille, au sein de leur cercle professionnel, de leur communauté, sans forcément être affichés devant un procès social, procès communautaire. Pas beaucoup de gens du moins vont venir à questionner leurs valeurs, leur manque de principes, les comportements déviants. Il va y avoir très peu de leviers sociaux pour rééquilibrer les choses pour ces femmes qui vivent des injustices, qui ont vécu des injustices. Et bien sûr, les institutions vont favoriser ce procès social qui ne va jamais se passer en faveur du patriarcat, tristement. Donc, là maintenant, vous écoutez ce podcast et vous vous dites, mon Dieu, je ris pas parce que c'est drôle. Je ris parce que dès lors qu'on parle de patriarcat, les gens sont persuadés qu'on mine l'espace, on mine l'ambiance. Et c'est la raison pour laquelle les enjeux liés au patriarcat sont souvent évités, esquivés et étouffés. C'est parce que les gens pensent que ça casse l'ambiance. Alors que il faut en parler. Il faut absolument en parler. Et moi, cette tante, par exemple, qui m'a expliqué la réalité qu'a vécue ma grand-mère maternelle, je la remercierai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je n'aurais jamais su. Si elle ne m'avait pas dit, je n'aurais jamais su. Et en tant que femme, je pense que je ne me serais pas développée pleinement, intellectuellement et personnellement si j'avais pas eu ce morceau-là de mon histoire familiale. Et ce que je peux dire concrètement, c'est que, et ça c'est pas pour finir sur une note positive hollywoodienne, les statistiques ce sont les statistiques, la sociologie c'est la sociologie, il n'y a pas d'histoire hollywoodienne à la fin dans la sociologie, et dans les histoires liées au patriarcat, souvent les fins ne sont pas hollywoodiennes, mais ce que je vais dire c'est que en soi, le contraste dans mon enfance, dans mon adolescence, puis même dans ma vie d'adulte, c'est que j'avais cet oncle, et je tiens à parler de lui. J'avais cet oncle, il est toujours en vie, il est toujours en vie. Il m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec les réalités sociales ambiantes qui relèvent du fait que la majorité des hommes
vraiment décidaient d'instrumentaliser la religion à leur avantage, décidaient de vraiment doubler la société dans leur façon de comprendre leur propre culture aussi. C'est un homme, cet oncle, qui était un peu une lumière dans la grande obscurité. Cet oncle, c'était un homme marié avec plusieurs enfants. Cet homme, il acceptait de s'effacer pour le bien de sa femme, de ses enfants, de ses collectivités. Il redistribuait beaucoup son argent très généreusement. Il ne mentait pas. C'est un homme qui ne mentait pas, qui donnait du temps de qualité à sa famille et à ses communautés. Puis un oncle qui, moi, jusqu'à ce jour, du haut de ma trentaine, m'appelle régulièrement pour savoir si je vais bien. Moi, sa nièce. Cet homme-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est un homme que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement, je n'ai pas vu assez de ce modèle d'homme-là. Je dois dire, il n'y en avait pas assez. Ils n'étaient pas assez nombreux comme lui, mais reste que son existence à elle seule, dans ma vie, a quand même laissé une grande marque, vraiment une belle, je dirais pas cicatrice, c'est pas très positif, mais oui, une belle marque, et c'est quelque chose qui m'a permis de voir le contraste finalement, de à quel point le comportement, la posture et le discours peut tout changer dans une famille. Ça peut absolument tout changer dans une famille et ça peut absolument tout changer dans une communauté. Et il allait au-delà de ses propres enfants. Et donc, il voyait la communauté aussi. Il ne voyait pas juste sa femme et ses enfants. Mais vous savez, cet homme qui était d'une délicatesse royale, mais quand je vous dis d'une délicatesse royale, c'est une délicatesse royale. Sa façon de parler, sa façon d'être en conversation, sa façon de laisser parler les gens. Ce n'était pas un dominant. Non. C'était un homme effacé, mais consciemment effacé. Il savait qu'il était un homme avec énormément d'avantages sociaux, culturels, socio-économiques, et il laissait la place aux autres parce qu'il savait que tous les privilèges qu'il portait faisaient en sorte qu'il devait laisser la place aux autres. Il le savait et il se comportait comme tel. Et cet homme, je dois le dire, cet homme, j'entendais quand j'étais plus jeune, j'entendais les gens chuchoter, j'entendais les hommes chuchoter. Et les hommes chuchotaient que cet homme-là, ce n'était pas un vrai homme, qu'il ne se comportait pas comme un homme. Alors que moi, jusqu'à ce jour, cet homme-là a toujours été, pour moi, à mes yeux, un papa exemplaire, un oncle exemplaire et un mari exemplaire. Mais ce que j'entendais chuchoter autour pendant toutes ces années, c'était que lui, ce n'était pas un vrai homme, parce que voilà, il n'avait pas choisi pour sa propre personne d'avoir un comportement de grand dominant. Donc voilà, est-ce qu'on est sorti du bois? Non, on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Et cet oncle-là, c'est une personne. Et bien sûr, le patriarcat, ça relève d'une compréhension structurelle patriarcale. C'est-à-dire que d'avoir un homme dans une famille qui est un peu comme une lumière dans un tunnel noir, ça ne suffit pas. Le patriarcat, vraiment, il est dans les institutions, dans nos communautés, dans les préjugés, et il est entretenu par des gens qui ont des profils variés, et il bénéficie surtout socialement, politiquement, culturellement et économiquement, il bénéficie aux hommes. Et
vous savez aussi le mélange de la religion face à la culture, c'est-à-dire que ce qu'on comprend comme étant religieux et ce qu'on comprend comme étant culturel, lorsqu'on analyse les situations patriarcales, on remarque qu'on a affaire souvent à une salade qui mélange la religion et la culture. Encore là, à l'avantage des hommes et au détriment de l'avancement et du bien-être des personnes qui ne sont pas des hommes. Et ce mélange de religion et culture, souvent, c'est qui décide? C'est qui est-ce qui décide de la moralité et du sens des choses? Sur le plan institutionnel, moi je le dirai toujours en tant que sociologue, une mosquée est une institution, une église est une institution, et c'est prouvé statistiquement que les institutions religieuses sont gérées par une très 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 grande majorité d'hommes, que ce soit une mosquée ou que ce soit une église. Et donc, il y a des questions à se poser en rapport à l'influence de comment est-ce que ces institutions sont gérées, de l'impact que ça peut avoir sur les communautés lorsqu'il n'y a pas une diversité de personnes qui gèrent ces institutions et qui décident institutionnellement de beaucoup de choses. Il y a des questions à se poser. Il ne faut pas prendre pour acquis, voilà, une mosquée c'est une mosquée, une église c'est une église. Non, il y a des questions à se poser. Si des majorités d'hommes gèrent les institutions religieuses, il y a vraiment des sérieuses questions à se poser. Hein. Il y a des questions à se poser. Et les solutions, elles sont où dans le concret? Dans le concret, les solutions, elles sont où? Moi, je le pense vraiment. C'est que il faut faire la différence entre la foi et la moralité des hommes. Il y a une grosse différence entre la foi et la moralité des hommes. La moralité des hommes, c'est la moralité des hommes. La foi, c'est ce qu'on peut nourrir individuellement dans nos cœurs et dans nos consciences. L'éducation équitable au sein des familles. Moi, plus tôt, je vous parlais de la famille dans laquelle j'ai grandi, qui vraiment portait des valeurs sexistes à mon détriment, et qui, des fois, c'était justifié à travers la religion. L'éducation équitable au sein des familles, c'est un baume. C'est vraiment un vrai baume dans une société. Et en communauté, en fait, ce qui affecte les autres, et quand je dis les autres, ça veut dire les gens qui ne sont pas forcément de notre famille, finit par nous affecter parce que les communautés, c'est quelque chose de collectif. Donc, si les gens s'intéressent strictement aux gens de leur famille, au sens biologique de la chose, on est mal barré. Hein? Donc, pour dissoudre le patriarcat, pour vraiment faire bouger les lignes socialement, sur le plan sociétal, il faut aller au-delà de nos petites familles. Hein. Il faut s'interroger sur l'impact collectif des choses pour pouvoir combattre les idées misogynes au sein des familles et des communautés. Donc, on arrive vers la fin de cet épisode qui, j'espère, ne vous a pas trop essoufflé. C'est quand même un épisode, je pense que c'est probablement jusqu'ici l'épisode le plus chargé émotionnellement que j'ai eu à enregistrer. Mais j'espère que vous faites la différence entre les expériences que moi je partage, qui relèvent de mon vécu personnel et mon contexte familial, et les mouvances sociologiques et statistiques. Moi, je sais que, il y a énormément de mes expériences personnelles qui parlent aux statistiques qui existent. Donc, pour faire vivre ces statistiques, moi, j'aime parler de mes expériences et de mon vécu, et je pense que c'est légitime. Mais il faut vraiment faire la différence entre l'existence de ces statistiques et ce que je vous raconte sur le plan plus individuel. J'espère que vous aimez ce style, quand j'oscille entre les réalités sociologiques
Et voilà mes expériences personnelles. Et moi, je suis spécialisée en recherche qualitative. Et la recherche qualitative, ça relève vraiment de la texture des expériences, de l'analyse, de discours et de la compréhension du sens des choses. C'est-à-dire que quand je fais des entrevues en tant que sociologue, quand je gère des focus group et tout, je documente ce que les gens disent et il faut essayer de trouver le sens de ce que les gens disent. Et donc, ce podcast-là, il fait sens. Il fait sens en ce sens. C'est-à-dire qu'en tant que sociologue, moi, j'aime bien les statistiques, les chiffres, c'est très parlant, mais ce que j'aime encore plus, c'est la recherche qualitative. J'aimerais vous laisser sur l'histoire de ma grand-mère maternelle et de comment, finalement, son existence dans ma vie, malgré le fait qu'elle ait vécu la violence conjugale, elle a énormément marqué ma vie parce que ma grand-mère maternelle, elle a eu plusieurs enfants avec son mari. Et lorsque ma grand-mère maternelle a eu entre l'âge de 50 et 60 ans, son mari lui a présenté de façon très abrupte une deuxième femme. Il lui a dit que voilà, cette femme va être ta coépouse. Et la femme en question, qu'elle est la coépouse, la deuxième femme de mon grand-père, cette femme, elle avait l'âge de qui? De ma mère, c'est-à-dire sa fille. Et donc, quand il a présenté la deuxième femme, eh ben, ma grand-mère maternelle, elle a fait la chose la plus féministe qui soit. Dans la cinquantaine, soixantaine, aucune, je ne vais pas dire aucune, mais très rares sont les femmes africaines musulmanes qui auraient pu faire ce qu'elle a fait. Mais elle a eu, elle a élevé plus de 7 à 8 enfants, à marcher aux côtés de cet homme pendant des décennies. Les enfants sont devenus adultes et on la remercie en lui présentant une coépouse de l'âge d'une femme qui a l'âge de sa fille, ma mère. Et ma grand-mère maternelle qui aujourd'hui a passé 80 ans, avant même que moi j'ai l'âge de 10 ans, quand elle avait 50, 60 ans, elle s'est barrée du mariage. Ah ouais, elle s'est barrée. Eh oui, elle s'est barrée. Et les gens qui connaissent les contextes africains savent que c'est très rare. Une femme de 50 ans, 60 ans, qui a eu 7 à 8 enfants, élevé 7 à 8 enfants, marcher aux côtés d'un homme. À l'habituel, les femmes restent. Pourquoi? Parce que la pression sociale est telle que tu restes, tu vas aller où? Tu as 50, 60 ans, tu n'es pas forcément économiquement indépendante, donc tu restes. Ma grand-mère maternelle est partie. Et donc, moi je peux que vous dire que je suis la petite fille de cette femme et que je ne vais pas faire reculer le combat. Je ne vais pas faire reculer le combat. Parce que si ma grand-mère s'est barrée il y a 30 ans, alors qu'elle avait 50, 60 ans, mais c'est pour que moi-même et tous ces autres petits-enfants puissent comprendre le signal. Et le signal, c'est que le respect, l'équité, ça se sert. Ça se sert et ça se sert bien devant une femme qui mérite d'être respectée, d'être aimée proprement. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié.
Moi, je sens qu'il y a des gens qui vont vraiment pas apprécier cet épisode, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est là. On est là. On est là. On est là. Moi, j'ai beaucoup apprécié enregistrer cet épisode pour vous. S'il vous plaît, laissez des commentaires, envoyez-moi des messages. Dites-moi ce que vous pensez de ces épisodes. Moi, ça m'aide beaucoup pour la production et vraiment, ça m'aide énormément. Sachez que moi, ça me fait très grand plaisir de partager ces chapitres de vie, de ma vie personnelle, que vraiment, pour moi, c'est un, comment dire, c'est un plaisir et c'est ancré, encore une fois, dans l'éducation populaire, des conversations qui sont nécessaires pour ne pas qu'on normalise certaines choses et pour que, surtout, des femmes puissent se retrouver dans ce que je partage. Et voilà, je vous remercie millions de fois. Continuez à encourager le podcast parce que sincèrement, moi, c'est ce qui me motive. Hein, c'est ce qui me motive. Donc, continuez à m'encourager dans tout ça parce que, voilà, vous mettez de l'essence dans ma machine là, quand vous êtes à fond sur les réseaux. Donc, je vais vous souhaiter belle journée, belle soirée, peu importe à quel moment vous écoutez ça. Et je vais vous dire, voilà, au prochain épisode. Merci.